Alors, pour notre dernière conférence avant la table ronde, nous allons accueillir une philosophe, mais aussi une psychanalyste. Elle a écrit une vingtaine de livres, excusez du peu, dont Je selfie, donc je suis. Métamorphose du moi à l'ère du virtuel. Je vous prie d'accueillir Madame Elsa Godard. Bonjour à tous. Je suis ravie de me retrouver ici, dans cet amphi, même si je n'ai pas soutenu ma thèse de philo dans cet amphi précisément, mais en tout cas dans ce lieu. Depuis, je viens de temps à autre en télécouloir à la bibliothèque pour écrire mes bouquins. Je suis très touchée d'avoir été invitée par Maëlle, que je suis depuis des années maintenant, pour parler de stoïcisme. Et il faut que je fasse un monde honorable d'entrée de jeu devant vous, car ça fait bien des années que je pratique le stoïcisme et que je ne suis pas une spécialiste du stoïcisme, surtout en ces lieux. Donc je vous prie de pardonner par avance la lacune de mon discours si il se présentait comme tel. Il y a quelques années, ça fait maintenant 12 ans, j'ai écrit un ouvrage sur le stoïcisme pour une raison très simple, ce qui dépend de moi. Je me retrouvais au cabinet, donc en tant que psychanalyste, je suis philosophe et psychanalyste de formation, et je me retrouvais au cabinet avec des problématiques qui me semblaient être d'ordre plus précisément éthique. C'est-à-dire, souvent, il s'agissait notamment de questions autour d'une prise de décision, d'un choix de vie, ce qui pourrait se rapporter à ce qu'on appelle, dans d'autres contextes, la moralité du sujet. Et je me suis rendu compte que souvent, ces personnes, perdues, sans repère, venaient voir un psy espérant trouver une réponse à leurs problématiques, bien souvent existentielles ou morales, ou se plonger dans les textes, dans les œuvres complètes, devrais-je dire, du développement personnel, véritable bréviaire contemporain. Et je me suis dit, plutôt que d'aller chercher des réponses qui bien souvent sont des ersatz, des résidus plus ou moins justes de la philosophie ou de certaines philosophies ou spiritualités, je me suis dit, autant transmettre quelque chose qui me semble être une parole juste, en laquelle je crois, et qui semble être une réponse, en tout cas, à nombre de nos difficultés concernant la vie elle-même. À quoi peut-il servir de philosopher si cela ne nous aide pas à mieux vivre? J'aime beaucoup cette idée. Et c'est pourquoi j'ai écrit ce livre qui, alors la différence de psychothérapie ou autre psy, etc., psychanalyse, psychologie, n'a pas pour vocation de guérir une problématique très précise de l'ordre du symptôme, je le disais tout à l'heure, mais peut nous accompagner, on parle de coaching, c'est l'étymologie, peut nous accompagner véritablement dans une manière d'être au monde, dans une manière de se comporter, dans une manière de vivre. Et c'est en cela que la pratique du stoïcisme a été pour moi quelque chose d'extrêmement fécond, et j'ai voulu le transmettre à nombre de mes patients. Alors évidemment, ça voulait dire aussi, ne venez plus chez moi, mais tentez quelque chose qui implique en tout cas un engagement vis-à-vis de la vie et vis-à-vis de vous-même. Ce dont je vais vous parler, donc, outre ces considérations, encore une précision, enfin deux devrais-je dire, avant de rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, j'ai un enseignement qui, on va dire, j'ai deux types majoritairement d'interlocuteurs. Donc ça fait 20 ans que je suis à l'école d'éthique de la Salpêtrière, donc je fais de la philosophie pratique, de l'éthique médicale. Donc mes étudiants, mes doctorants, aujourd'hui, ce sont des médecins qui viennent faire donc de la philosophie pratique. Je suis extrêmement engagée dans ces problématiques-là et je peux vous assurer qu'à l'hôpital, faire preuve de stoïcisme, c'est pas un luxe. Et la deuxième chose, vous le citiez tout à l'heure, monsieur, c'est des dirigeants. Je suis amenée aussi à accompagner, à faire en fait de la philo. Je ne fais pas de coaching, je ne fais pas ce genre de choses. Je fais de la philo pour des dirigeants. Et je fais donc des interventions qui portent sur le stoïcisme, et c'est extrêmement fécond. Et je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui ma vision du stoïcisme dans un monde contemporain, monsieur l'a dit tout à l'heure, a priori plus ou moins chaotique. Bon, enfin, on va essayer de faire un diagnostic. Et je vais tenter de répondre à cette question, en quoi est-ce que le stoïcisme peut être une réponse à la question qui pourrait être aujourd'hui celle de l'éthique d'hier, comment vivre? Alors, avant cela, établissons une sorte de diagnostic rapidement. Maëlle l'a dit, ou pas Maëlle d'ailleurs, le monsieur de la chemise rouge, le disait tout à l'heure, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Je selfie donc je suis », et ce livre parle de l'hypermodernité.
Qu'est-ce à dire l'hypermodernité? Vous avez entendu parler de la postmodernité et les sociologues, donc à l'époque de Lyotard, Maffezoli, dérivés des États-Unis, les sociologues aujourd'hui, certains, dans lesquels je m'inscris volontairement, tels que Nicole Aubert, Gilles Lipovetsky, aiment à parler d'une époque hyper moderne. Et je me suis plongée maintenant il y a quelques années, ça va faire presque maintenant, je sais pas, 8 ans, quelque chose comme ça, dans cette réflexion sur l'hypermodernité que j'ai trouvée extrêmement inspirante et féconde. Qu'est-ce que l'hypermodernité? Vous retrouvez le terme grec d'hubris, la démesure. L'hubris, la démesure, l'excès en tout genre, mais aussi l'hubris, l'orgueil, la vanité. Mon Dieu, comme on l'aime, cette notion d'hubris dans notre époque. Donc nous parlons aujourd'hui, notre société contemporaine est une société que l'on peut donc qualifier d'hypermoderne. Qu'est-ce à dire et quelles seraient ses caractéristiques? Et dans un second temps, je chercherai à comprendre en quoi est-ce que le stoïcisme comme pratique, ou devrais-je dire comme discipline, peut être quelque chose qui répond à nos maux contemporains ou à nos difficultés à vivre contemporaines. Donc, hypermodernité, hubris, démesure, excès, orgueil, vanité. Je mets dans les caractéristiques, brièvement, si j'ai le temps, je vous lirai un passage de Gilles Lipovetsky, un extrait. L'avènement d'une société de l'image. Alors ça, c'est évidemment très important. C'est un des pans sur lesquels je me suis beaucoup penchée. Une société de l'image, vous voyez, la puissance écranique dont parle Gilles Lipovetsky, nous sommes, quoi qu'on fasse, nous sommes entourés d'écrans. Une société hyper individualiste, hein, ça c'est très important. Une société hyper individualiste où l'individu règne en maître, l'individu qui s'envisage de manière éclatée, diffractée, l'amour liquide, la société liquide de Bauman, c'est-à-dire qu'effectivement on a affaire à des polyappartenances, moi au travail, on parlait de rôle, le persona, le masque d'acteur, moi au travail, moi dans ma famille, moi avec mes amis, et un autocentrage, un rapport à soi qui ne peut pas, on le verra ici, évidemment aussi, être conçu à l'époque du stoïcisme. Une recherche très importante du plaisir, et moi je vais jusqu'à parler d'une quête de jouissance, une recherche très importante du plaisir, un autocentrage sur soi, un hyper-individualisme qui s'associe avec un hyper-consumérisme, une culture du bien-être, une culture du bonheur. De nouveau, alors très très important, Madame le disait tout à l'heure, très justement, je vais en parler, vous parliez du rapport au temps, vous avez tout à fait raison. Donc un rapport au temps qu'on peut évoquer sous la forme du présentéisme, où la notion de progrès qu'on avait connue pendant les Lumières disparaît. Fragmentation de la société donc, et des individus, nouveaux modes de régulation sociale, on parlait des logiques d'efficacité, de rentabilité, vous parliez aussi tout à l'heure, j'ai entendu dans le public, de réification des discours ou de l'autre à des fins utilitaristes, le contrôle, la propriété, à chacun sa vérité, je crois qu'à l'heure du fake vous en savez quelque chose, et puis surtout la raison en retrait. La raison en retrait, peut-être pour une politique des affects qui va avoir le premier plan. Dans un tel contexte, je voudrais rajouter une notion très importante qui est l'avènement de la virtualité. On peut dire que l'hypermodernité prend ses racines. Alors c'est une notion qu'on retrouve déjà dans les années 70, mais vraiment sans racines dans les années 2000. Et d'une certaine façon, aujourd'hui, je pense qu'il nous faut penser encore plus loin, aller au-delà de ces principes et rajouter un rapport à la virtualité peut-être qui change considérablement la donne, tant au niveau individuel que collectif. Et il serait peut-être juste de parler de cybermodernité, avec évidemment le développement technoscientifique que ça implique. On peut parler donc de l'importance d'un écosystème, le primat d'une technoscience, et peut-être qui est aussi une des caractéristiques de l'hypermodernité, c'est-à-dire une société extrêmement paradoxale. Tout et rien à la fois. Vous donnez des exemples. Là, par exemple, on est dans une logorée sans fin et on fait des stages pour ne pas parler pendant une semaine et on paye même pour ça. On est dans une malbouffe, mais de la même manière, on va faire des stages de jeunisme. Donc c'est merveilleux. Donc voilà, on est vraiment dans un rapport très... C'est pour ça d'ailleurs, son nom m'échappe, Vincent de Golérac, qui parle d'une société paradoxante, et c'est très très juste, donc je suis tout à fait d'accord avec ça. Le bonheur paradoxant, c'est le titre de son livre. Une société paradoxale, et c'est pourquoi d'ailleurs c'est très difficile d'en saisir quelque chose et d'en dire quelque chose de manière catégorique. J'attire votre attention sur un point aussi qui est très important, c'est que quand il s'agit de penser le contemporain, il faut y aller toujours avec beaucoup de prudence.
On est dedans, on n'a pas le recul nécessaire pour pouvoir l'analyser avec précision. Donc, interroger plutôt que d'affirmer. Je m'attarde sur 2 points. Le premier point, c'est une société de l'image. Alors, je voudrais attirer à votre attention sur 2 choses, ce que j'ai appelé des changements de paradigme, en fait. On peut dire que dans un tel contexte, l'importance de l'image a peut-être modifié notre rapport au monde. Je voudrais opposer 2 choses, le règne du logos et celui de l'eidolon. Alors, logos, discours, parole rationnelle, l'avènement de la rationalité, en Occident, Socrate, le passage du mythos au logos, au 5e siècle avant Jésus-Christ, l'avènement d'une raison universelle, que l'on peut trouver aussi évidemment dans le rayonnement des Lumières. Bon. Et aujourd'hui, il me semble que ce qui accompagne notre monde contemporain, c'est le règne de ce que j'ai appelé l'eidolon. Eidolon en grec, vous le trouvez dans l'allégorie de la caverne, notamment, ou les eidolas chez Épicure au pluriel. Eidolon, c'est ce qu'on pourrait traduire par des images simulacres. Alors l'allégorie de la caverne, l'eidolon, ce sont les ombres sur la paroi, vous connaissez ça. Mais moi j'ai préféré donc définir l'eidolon sous la forme d'images éphémères. Un petit peu, si vous voulez, comme sur Snapchat, où les images ne durent pas, ne s'inscrivent pas et défilent très vite. Le scrolling, là, vous voyez de quoi je parle? Donc qu'en est-il d'un monde qui s'imprime par images, dont le langage se réduit à des images successives, qui ne sont pas amenées à durer parce que précisément elles sont prises dans un rapport à la temporalité spécifique. Et là encore, c'est le deuxième changement de paradigme. On passe d'une représentation du temps, alors bien certes, évidemment, chez les stoïciens, on va retrouver une représentation cyclique du temps, mais on va dire une représentation couramment admise chez nous en Occident linéaire, à ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui l'avènement de l'hic et nunc, autant dire de l'ici et maintenant. Donc on n'est même plus à l'heure du présentéisme postmoderne, on est ce qu'on pourrait appeler à l'heure de l'instantanéisme. Or, dans un instant, quel temps y a-t-il dans un instant pour déployer ce qui peut s'appeler l'existence? Donc si vous voulez, vous êtes dans un contexte d'extrême rapidité, ce qui va créer évidemment de l'impatience, de la frustration, de l'intolérance, qui va créer du trépinement, de l'urgence, donc évidemment de l'anxiété, enfin j'en passe et des meilleurs. Ça c'est une autre histoire que j'ai pas le temps de vous raconter aujourd'hui, mais c'est ce qui nous amène aussi à être en retrait du désir, qui implique une certaine temporalité au profit de la jouissance. Jouir, c'est hic et nunc, ici et maintenant. Ça c'est encore un autre enjeu. Et le rapport du logos à l'eidolon, quel est-il? Eh bien finalement, n'oubliez pas qu'une pensée, d'un point de vue d'une constitution psychique d'un sujet, est ce qui se constitue dans le temps. Je m'amusais toujours à dire, et c'est un clin d'œil un peu sophiste, mais ça vous plongera dans l'idée que je vais développer, si Lacan disait que l'inconscient est structuré comme un langage, qu'en est-il de l'inconscient si le langage n'est plus structuré? Et c'est cette problématique-là que je voudrais soulever dans un monde que j'appelle celui de l'eidolon, d'images éphémères, portées par des affects, et plus que par une rationalité. Pour déployer une démonstration, pour déployer un raisonnement, il nous faut du temps. Dans un monde de l'image et de l'instantanéisme, ce temps ne rend plus possible le déploiement d'une telle construction. Donc il me semble assez juste de dire qu'on est dans une politique des affects, dans un monde régi par les affects, où la raison, comme le disaient déjà les postmodernes, se retrouve en retrait. Maintenant, je vais m'attarder brièvement sur cette question de ce que les stoïciens pourraient apporter comme réponse à ces problématiques. Vous aurez souligné évidemment que je ne suis pas technophobe, c'est tout le contraire d'ailleurs pour ceux qui me connaissent, il y en a quelques-uns ici. Je ne suis pas technophobe, je suis plutôt quelqu'un qui tente de penser les problématiques qui surgissent à nous. Donc ne soyez pas étonnés si je ne m'intéresse que sur un côté, la face obscure, pourrait-on dire, du problème. Donc quels enseignements les stoïciens pourraient-ils nous apporter? En quoi est-ce que cette pratique, donc je rappelle que c'est une pratique, et ça, d'emblée, ça nous informe sur le fait que, comme le disait jadis Aristote, comment est-ce qu'on devient vertueux? C'est en pratiquant les vertus. Comment est-ce qu'on devient stoïcien? C'est en pratiquant le stoïcisme. Cela signifie que ça demande du temps, de l'engagement et une humilité nécessaire. Ce n'est pas un acquis que l'on obtient en lisant 150 pages d'un bouquin de développement personnel. Donc cela demande de la patience, cela demande de la répétition, cela demande des échecs, cela demande de l'effort et de la volonté. Donc vous voyez des notions qui sont aujourd'hui difficiles à mettre en œuvre. Or, de manière, je ne les ai pas classées, et c'est vraiment quelques suggestions. Je crois que j'aurais pu faire un livre entier sur ça.
Donc je vais vous donner simplement des regards, des clins d'œil, peut-être des petites graines qui pourront germer, que sais-je, des petites ouvertures qui vous donneront à penser ce contemporain qui nous habite. Le temps présent, c'est sur cette notion-là et plus que sur la notion de temps cyclique que je me suis arrêtée, versus le temps immédiat de l'hypermodernité. Donc je vais toujours m'inscrire dans cette pédagogie-là. Je citerai les principes stoïciens que je confronterai aux contemporains. Donc Chrysippe, cité par Stobé, précise que seul le temps existe, le présent existe, le passé et le futur subsistent, mais n'existent pas du tout. On retrouve évidemment le livre 11 des Confessions d'Augustin. Ça veut dire quoi? Qu'effectivement, c'est très intéressant de pouvoir penser cette chose-là. Seul le présent existe, le passé et le futur subsistent, mais n'existent pas du tout. Le passé, on le connaît que sur le mode des souvenirs, comme vous le savez. Donc on ne peut le convoquer que quand il n'est plus là. Et idem pour le futur, qu'on ne peut appréhender que sous la forme de l'imagination ou de projet, c'est-à-dire faire une projection dans. Donc effectivement, j'y reviendrai tout à l'heure, il s'agit de l'imagination qui prend le pas sur ce qui est. Et donc une difficulté à ne pas saisir ce qui se passe, dont finalement ce temps présent est la seule chose dont nous avons une maîtrise. Mais cela suppose, et c'est en cela qui nous intéresse particulièrement dans le contemporain, cela suppose que je colle à la conscience du présent, que ma conscience soit conscience du présent, que ma conscience s'intéresse à ce qui se passe. Non seulement j'existe, mais en plus je le sais. Il nous faut bien adopter, alors là je vais être un peu anachronique, il nous faut bien adopter une conscience réflexive, c'est-à-dire se dire, là, maintenant, je ne peux saisir que cela. Et c'est déjà beaucoup. M'incarner, pourrait-on dire. M'incarner, pas seulement dans un corps, mais dans une chair. Michel Henry, je l'adore, on ne peut pas faire autrement. Mais donc, du coup, de ce point de vue-là, être capable d'avoir une conscience du présent, ce que rend possible le présent, ce que ne rend pas possible l'instant. Et donc, une vie est possible dans le présent, quand l'instant ne nous le permet pas. Quand on subit l'instant, quand l'instant passe trop vite pour qu'il soit œuvre de transformation. Mais quand le présent, on peut le posséder, on peut l'appréhender, on peut l'interroger. Donc effectivement, retrouver une conscience du temps, une incarnation au sens d'une chair, une présence au monde. Je reviendrai sur la notion de représentation, autant le dérivé grec de représentation nous renvoie à la lumière, c'est très beau, c'est faire jour, hein, c'est voir, c'est rendre lumineux. Aussi étymologiquement, basiquement, rendre présent les choses. Eh bien, il y a quelque chose de cette nature-là. Être capable, dans le présent, de saisir quelque chose de cette vie qui se déroule sous mes yeux. Le deuxième point, évidemment, c'est la question du logos versus le chaos. Alors, peut-être serait-il... Je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit aujourd'hui et dont j'ai été honteusement absente pour une bonne partie, mais enfin, je sais très bien, pour avoir entendu la dernière intervention, vous en avez parlé. Merci pour le rappel aux autres. Le stoïcisme est régi par une raison universelle qui ordonne et organise toute chose. Proclus, tout conspire, j'aime beaucoup cette phrase. Effectivement, il y a quelque chose qui fait qu'on est pris dans ce tout, dans ce mouvement qui ne dépend pas de nous et qui tient par une rationalité, un logos. Et ça, c'est peut-être quelque chose dont on devrait tirer profit aujourd'hui. Où nous avons le sentiment que tout est délié, que tout est délité, que la raison a foutu le camp, que la démonstration rationnelle semble si difficile à maintenir un monde désorganisé. Moi, j'aime beaucoup l'idée d'un monde chaotique, chaos, désordre. Il peut y avoir beaucoup de joie dans le désordre, je ne vais pas critiquer, il suffit de venir chez moi pour s'en rendre compte. Mais, néanmoins, il nous faut... Pour maintenir un tout cohérent et une vie tout simplement vivante, une structure qui soit maintenue par la raison. Je ne vais pas aller plus loin parce que la raison, c'est aussi ce qui nous aide à être libre, etc. C'est quelque chose évidemment de fondamental. Remettre de cette raison stoïcienne au cœur de notre société. Je ne parle pas à titre seulement de pratiques individuelles ou groupales, comme des entreprises ou comme des groupes, comme des communautés, peu importe. Je parle d'un fonctionnement social, global. Justement, troisième point, le monde versus la mondialisation. Je vous ai mis des toutes petites citations simplement pour vous donner à penser, vous donner le goût. Ce qui régit le monde, sans parler de la nature elle-même, comme contenant tout corps et comme ce qui engendre tout corps par la fécondation des raisons séminales, logos et grammatikoi, mais je crois que c'est le lien. Et ça, aujourd'hui, ce dont on souffre, et je crois que la grande crise qu'on a vécue, la crise sanitaire, est une crise qui a mis en évidence cette problématique fondamentale de notre société contemporaine,
qui est une conséquence de l'hyper-individualisme, de nos pratiques contemporaines, d'un fonctionnement extrêmement libéral, capitaliste, etc., de consommation et aussi de réussite et toute l'idéologie qui va avec, et la virtualité, ben ça brise du lien, ça brise le lien. Voilà, c'est aussi simple que ça. On souffre aujourd'hui, dans les entreprises, dans tout ce que vous voulez, quels que soient les secteurs, on souffre du lien. Or, que nous enseignent les stoïciens, que tout est en lien. Je parlerai tout à l'heure, évidemment, dans la sociabilité de la sympathie universelle, mais tout est en lien. Toutes choses, donc Marc Aurèle, c'est si cher, toutes choses sont liées entre elles et donnent le sacré, et il n'y a presque rien qui n'ait ces relations. Tous les êtres sont coordonnés ensemble, tout concourt à l'harmonie du même monde, il n'y a qu'un seul monde qui comprend tout. Voilà ce qu'il nous faut retrouver. Est-ce qu'on n'aurait pas un peu de sagesse? Vous me permettez, si parfois j'ai des allures très engagées, parce que je suis peut-être la moins stoïcienne ici de tout le monde. Moi, je suis née à Toulon et je suis pétrie de passion. Mais peut-être que dans ce monde contemporain, celui qu'on est en train de fabriquer avec nos jeunes générations, peut-être que eux qui sont déjà justement cosmopolites, ces citoyens du monde, peut-être qu'ils ont déjà acquis cette leçon du stoïcisme. Nous sommes tous en lien, être en lien, c'est aussi les premiers mots de Montesquieu, l'esprit des lois. Les premiers mots de Montesquieu dans l'esprit des lois, c'est de dire que toute chose est en lien et répond à une loi. Nous sommes en lien avec la nature, nous sommes en lien avec les lois de la physique, nous sommes en lien avec tout. Ce lien existe et nous préexiste. Voilà, peut-être que c'est une illusion de se croire à ce point hyper individualiste. Et peut-être qu'on aurait tout intérêt à refaire monde au sens de cette harmonie dont il parle si clairement. La mesure versus l'hubris. L'hubris, la démesure, l'excès en tout genre. Retrouver la mésotesse. Alors là, on ne la retrouve pas seulement, cette mesure, cette bonne mesure en toute chose. Elle est très chère à Aristote dans l'Éthique à Nicomaque. Mais cette médiété, cette justesse, dont je vous rappelle que la juste mesure, la mésotesse, n'est pas un point fait avec une règle. Ce n'est pas l'exactitude mathématique de la mesure, mais cela demande une attention à la situation, un engagement et donc une justesse. C'est plus juste de parler de justesse. Cela demande une attention constante pour trouver cette bonne mesure, cette médiété, et donc un engagement contre l'hubris, nom de Dieu, contre la destruction que représente l'hubris en toutes circonstances. L'hubris, c'est pas que la colère. Chez les Grecs, l'hubris, on était accusé d'hubris quand on avait commis un viol. Ce sont les violences en tout genre. C'est extrêmement vaste. C'est un des plus gros fléaux de la cité athénienne, avec peut-être la pléonexie, dont je dirai un mot tout à l'heure après. Donc effectivement, lutter contre l'hubris et l'égotisme, la vanité, l'orgueil, la mésotesse, qui est aussi œuvre d'humilité en cela, qui nous rappelle qu'on ne sait pas tout, qu'on ne peut pas tout, que le pouvoir, la maîtrise reste une illusion. 5e point, la maîtrise des passions, on n'a pas arrêté d'en parler, versus un monde d'affect. J'ose dire, c'est pas juste d'un point de vue philosophique, mais oserais-je parler de pulsionalité ambiante, ni d'un point de vue psychopathologique, c'est pas juste. Mais j'ai juste envie de vous donner ce sentiment. Une pulsionalité ambiante, on laisse libre cours, on est débridé, dans un contexte où l'intensité, où la quête de jouissance est sans fin. Effectivement, peut-être que l'enjeu, c'est d'apprendre à vivre avec cette part d'humanité qui nous consomme parfois, mais dont on a le pouvoir d'en faire quelque chose. Est-ce qu'être humain? Qu'est-ce qu'être humain? Qu'est-ce qu'être humain? Est-ce que c'est d'être dans cette forme d'animalité qu'on appelle l'hominité, cette espèce animale? Ou est-ce qu'être humain, c'est se comporter avec plus d'humanité? Et donc, de ce point de vue-là, nous sommes en devenir d'humanité. Ce n'est pas un acquis. Nous avons un devoir d'améliorer notre humanité. Est-ce qu'être humain, c'est laisser libre cours à ce monde d'affect qui nous déborde et qui parfois nous suffoque? Ou est-ce que c'est être capable d'en faire quelque chose? Alors, vous savez bien, il y avait de très belles passions, pathos, subir, souffrir. Il y avait de très très belles passions chez les stoïciens, comme la joie, le plaisir quand il est souhaitable, Alors, je vais juste vous lire les bonnes passions, juste quelques-unes, les bonnes affections, les affections, ce qui nous affecte, ce qui nous touche. La joie, la circonspection, la volonté. La volonté comprend la bienveillance. Alors la bienveillance, au passage, je veux dire, on la cite beaucoup, mais quand même, Aristote en faisait, dans l'Éthique à Nicomaque, une amitié feignante. Il lui préfère la bienfaisance qui, elle, nous engage dans la relation. Bon, ça, c'est une petite parenthèse.
Donc la bienveillance, ça dépend des traductions aussi. Le calme, la douceur, l'affection, bien sûr. La circonspection comprend la pudeur, la chasteté. Et sous la joie se trouve le consentement, la gaieté et la bonne humeur. Est-ce que nous n'avons pas le devoir de cultiver ces bonnes passions? Là où tout nous paraîtrait sombre, là où peut-être nous serions en perte d'espérance, est-ce que nous n'avons pas le devoir de les pratiquer? Et quand elles ne seraient pas là, de les commander, de les appeler, de les faire vivre, de les faire nôtres en somme? Il me reste combien de temps? Ok, ça va à 7 minutes, 7, d'accord? La représentation versus l'image. Ben ça, on n'en parle peut-être pas assez souvent. J'avais pris... je crois que c'est je suis tombée dessus tout à l'heure, j'avais même oublié que j'avais écrit ça, c'est d'Épictète. Attends un peu, image, laisse-moi voir qui tu es, ce dont tu es, l'image, laisse-moi t'éprouver. Épictète. L'image, ils avaient bien compris le danger de l'image. L'image qui est aussi l'imaginaire ou l'imagination, cette folle biologie dont parlait Malebranche, cette imagination qui nous emporte à tout va et qui nous ferait confondre la vérité avec son illusion. Il faudrait peut-être, contre ces représentations, y préférer avec bonheur ces représentations compréhensives, c'est-à-dire celles qui sont claires, celles qui sont de l'ordre de la vérité, celles qui sont de l'ordre de la conception, celles qui sont de l'ordre du raisonnement, celles qui nous permettent de créer et non pas celles qui nous égarent et celles qui nous font prendre nos rêves pour des réalités. Et je pense que là encore, on a le devoir de sagesse stoïcienne que de pouvoir prendre nos distances avec les images ou encore avec ces perfidies d'imagination. Et je crois que la télévision a pour peu sa part, si ce n'est que la télévision, d'autres écrans jouent leur rôle d'imagination perverse. Un mot sur la pléonexie, le consumérisme versus la pléonexie. La pléonexie, c'est une très belle notion, ça fait partie des deux grands fléaux de la cité athénienne avec l'hubris. C'est vouloir plus que ce que le destin a prévu pour soi. Alors dans un contexte de déterminisme, évidemment, le destin a prévu quelque chose pour moi et finalement je voudrais plus que la part qui me revient. Et cela va générer dans la cité des jalousies, de l'envie, des inégalités, évidemment de la violence comme on peut s'en douter. Eh bien, peut-être qu'il faut être capable de revenir à cette sagesse qui combattait la pléonexie pour retrouver encore une fois cette mesure aussi bien dans ce que l'on est, que dans la place qui nous revient. Et au passage, vous dire qu'on retrouve aussi cette idée chez Aristote, quand il définit le bonheur notamment, ou le bien, devrais-je dire, quand les deux se confondent, comme le fait d'accomplir ce pourquoi on est fait par nature. Alors peut-être vais-je faire ici un petit écart vers le stoïcisme contemporain, comme vous aimez l'appeler, dans un contexte où le sujet n'existe pas. Chez les stoïciens, c'est une émanation qui viendra bien plus tard. La notion de subjectivité, mais peut-être qu'on pourrait dire à ce moment-là que cette forme de bonheur ou de bien, ce qu'il y a de bien pour moi, eh bien, peut se définir comme le fait d'accomplir ce pourquoi on est fait dans notre nature, et donc en cela d'être à sa place. Et quand on est à sa place, on ne veut ne souhaite rien d'autre que de persévérer dans cette nature-là, quand bien même cette place serait mouvante. Et donc je crois que c'est une bonne manière de lutter contre le consumérisme, en se souvenant de cette leçon induite par la pléonexie. Alors, je ne vais pas avoir le temps de tout développer, mais le cosmopolitisme versus l'hyper-individualisme, vivre d'une façon accordée, c'est vivre selon une raison et harmonieusement, vivre en accord avec la nature, faire un tout. À l'heure de l'écologie, nous avons ce devoir de rappeler qu'on est cette partie d'un tout. Je l'ai développé un petit peu tout à l'heure, donc là aussi, la sympathie universelle, créer du lien comme lion, ce qui permet de faire un corps social, de faire un corps humain, en somme, pourrais-je dire. Et enfin, terminer par, alors, je ne pourrais pas faire l'Epiméléia Iautou, le Curasui que j'adore évidemment, contre le développement personnel. Ça, c'est une très belle culture de soi, donc je rappelle que le souci ou le soin de soi, c'est ce qui a donné les éthiques du care et les éthiques du cure, c'est ce qui, à proprement parler, permet de lutter contre les illusions du développement personnel. Parce que la culture de soi, ça ne renvoie, d'ailleurs le Knotis et Auton, ça ne renvoie pas à l'introspection ou à l'ipséité, c'est-à-dire ce qu'est le sujet dans sa singularité, mais cela renvoie à la place de l'individu dans le tout. Et donc le souci ou le soin de soi ne peut s'entendre que comme une pratique éthique qui permet à la société de fonctionner. Donc on ne peut pas pratiquer le souci de soi sans avoir le souci de l'autre.
Mais ça, évidemment, Foucault, Souci de soi, cours à l'ENS, l'avait vraiment très largement, enfin, bien mieux que moi, évidemment. Donc, la vie heureuse et le bonheur. Ben voilà, dans une culture du bonheur, qui n'est pas du tout entendue dans le sens d'Aristote, mais dans une sens un peu d'utilitarisme ou de consumérisme du bonheur, pourquoi ne pas revenir à la vie bonne, c'est-à-dire ce qu'est la vie éthique, ou encore ce qu'appellent les stoïciens la vie heureuse. Juste terminer sur ces mots de Cléonte. Malheureux, en voulant toujours acquérir des biens, ils ne voient ni n'entendent de la loi commune de Dieu. S'ils y obéissaient avec intelligence, ils mèneraient une vie heureuse. Alors, ce n'est pas tant la loi commune de Dieu à laquelle il nous faut nous soumettre, là, que plutôt d'entendre la suite. Donc déjà, on oublie la possession des biens. Donc je rappelle qu'un des slogans sur les murs de Paris contemporains, c'est « Je dépense, donc je suis », signé des cartes de crédit. Bon, voilà. Mais insensés, ils courent d'un mal à l'autre. Les uns possédés par la gloire d'un zèle querelleur, et là on pense à faire son quart d'heure de gloire sur les réseaux sociaux. Les autres, sans aucune mesure, évidemment, l'ubris, sont poussés par l'appât du gain, ça j'ai pas besoin de vous donner des exemples. D'autres enfin s'abandonnent à une vie relâchée, sans structure, presque pulsionnelle, et aux œuvres qui satisfont les plaisirs physiques, bon là j'en dirai pas grand-chose, s'appliquent à trouver tout le contraire de ce qu'ils attendent. En fait, ils nous invitent à pratiquer une éthique, ce qu'on pourrait appeler évidemment la vie bonne, au sens où déjà Aristote nous en délivrait certains principes. Et c'est pourquoi, et en termes de conclusion, et vous pourrez presque m'appeler Chronos, on pourrait dire que finalement, pour moi, si je devais retenir une chose de cette pratique stoïcienne dans le contemporain, et vous voyez qu'elle peut répondre à nos enjeux à bien des égards, et je suis loin d'avoir été exhaustive évidemment, c'est qu'elle nous invite, cette sagesse, à la discipline. Oh, c'est un mot qui ferait peur, la discipline. Elle nous invite à la discipline. Pourtant, l'étymologie de la discipline vient de disciplus, qui veut dire disciple, et encore de disquere, qui veut dire apprendre. En ce sens, la logique, l'éthique, devrais-je dire, stoïcienne, est une éthique de l'humilité, ce dont on a notion fondamentale, un des trois grands principes philosophiques par essence. L'humilité, l'humus, l'humanité, la terre, l'humilité. L'humilité, savoir qu'on ne sait pas tout, qu'on n'a pas les pleins pouvoirs, qu'on n'est pas dans une toute-puissance. Et je crois que, ne serait-ce que si on ne retenait que cela, eh bien je crois que ça nous aiderait, ensemble, en lien, à mieux vivre, chacun, nos existences. Merci.